Bonjour, nous sommes le samedi 10 juillet 2021 avec une météo qui semble encore faire des siennes et on annonce même de la pluie au niveau de la météorologie. Ils disent qu'il va pleuvoir et qu'il risque d'avoir des orages, d'innombrables pluies. Ben, on n'a connu que du mauvais temps enfin, depuis le début de la saison estivale, c'est-à-dire le 21. Ben, peut-être que ça va s'améliorer. Bon, on n'est que le 10 juillet. Sachez qu'on a quand même perdu quand même 19 jours, presque 20 jours d'été. 20 jours d'été ont été catastrophiques cette année-ci 2021. Je vais faire une vidéo ici qui va concerner donc Scilab. Scilab ici. Mais cette fois-ci, je ne vais pas entreprendre d'entrevoir une commande ou l'autre. Il y a beaucoup de commandes, mais tout simplement euh, d'entrevoir quelque chose qui revient assez souvent. Quelque chose qui revient assez souvent quand je dois entrevoir une commande. Chaque fois que j'entrevois une commande, je dois passer par là. Alors, sachez que pour les novices en Scilab, euh, tout le monde peut être novice à un moment donné dans Scilab, c'est normal. Dès le moment où vous rentrez dans un nouveau logiciel, vous êtes novice. Et il faut, si vous voulez, euh, découvrir les moindres petits recoins. Et bon, les recoins, il y en a d'innombrables recoins, c'est comme, on va dire, un labyrinthe. Un labyrinthe. Maintenant, encore une fois, je rappelle, quand on utilise un logiciel, on utilise, euh, je vais dire, si on utilise 20, 25%, 30% des capacités du logiciel, c'est déjà bien. Je veux dire, on ne demande pas de tout manipuler parce que ce que vous utilisez, ben, vous allez chercher dans l'aide. C'est tout. Ben, vous utilisez pas tous les jours la même commande, hein. Enfin, il y a des commandes qui reviennent assez souvent. Statistiquement, il y a des commandes qui reviennent assez souvent. Il y en a d'autres qui reviennent, que vous n'utiliserez jamais parce que vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que Scilab, c'est un logiciel conçu pour beaucoup de domaines d'application. Et dès le moment où vous ne rentrez pas dans certains domaines d'application, vous n'utilisez pas certaines fonctions, tout simplement. Donc vous allez vous ancrer sur certaines fonctions bien précises, bien définies, que vous utilisez assez souvent dans votre domaine ou dans plusieurs domaines d'application que vous utilisez. Sachant que Scilab peut être ouvert à d'innombrables applications électroniques, informatiques, euh, euh, voilà, le son, image et son, euh, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. D'innombrables applications de Scilab. Maintenant, celui qui fait des calculs matriciels, ben, il va utiliser que les éléments de calcul matriciel. Bon, alors peut-être, il y a deux choses. Ou peut-être novice, ou peut-être, un, un acharné de Scilab, de l'usage de Scilab, un acharné de l'usage de Scilab. Donc, on peut être un novice, comme on peut être voilà, un moyen utilisateur ou un grand utilisateur. Bon, ça dépend dans quel domaine on se situe. Mais sachez que, bon, c'est pas parce qu'on est un moyen utilisateur que dans un ou plusieurs domaines d'application que vous connaissez toutes les commandes. À un moment donné, il faut peut-être, vous avez besoin d'une commande que vous n'avez jamais utilisée, mais en ce moment, il faut la rechercher dans l'aide. Soit vous demandez à quelqu'un, mais demander à quelqu'un, bon, ça peut être dérangeant dans un milieu professionnel, ça peut être dérangeant, on peut vous aider deux, trois fois, mais après, bon, soit il faut faire une formation, soit, je veux dire, s'il y a des personnes qui ça ne leur dérange pas de vous expliquer, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres personnes, ça les dérange. Bon, déjà, vous les interrompez dans leur travail, et euh, bon, il y en a qui n'aiment pas voilà, de venir au secours d'autres personnes. C'est comme ça. Pour de multiples raisons. Il y a de multiples raisons à ça. Bon, donc ici, ce que je vais voir, c'est tout simplement voir comment s'y retrouver par rapport à une commande dont on devrait utiliser. Comment s'y retrouver. D'autant plus que c'est pas comme dans GeoGebra. Si je prends GeoGebra, je prends par exemple transposer une matrice. Bon, il faut la matrice, hein. J'ai pas encore mis la matrice, on s'en fout. Le but c'est pas ça. Mais si je devais taper une commande, ben je tape la commande comme en français. Oui, je l'ai tout de suite, hein. J'ai des commandes, je mets rang. Ben, voilà, ça existe. Je tape mon français. Alors vous avez bien vu que si je fais déterminant, déterminant, voilà, c'est déterminant comme c'est. Donc il y a ce qu'on appelle un autocomplete. Et ça peut facilement aider
l'utilisateur du logiciel, puisqu'en fait il tape les premiers éléments et il commence à compléter à partir du troisième. Là, je vois qu'il commence à compléter le mot déterminant, et donc j'ai plus besoin de taper la suite parce qu'il m'a trouvé le mot. Donc il fait ce qu'on appelle bon, il complète automatiquement. Il complète automatiquement, il fait une action de compléter automatiquement le reste de la commande. Et ça, je veux dire, une routine autocomplete qui est très bien pour la recherche, qui est d'une aide incroyable. D'une aide incroyable parce qu'on ne connaît pas les commandes. Si vous ne connaissez pas les commandes, à ce moment-là, vous tapez les premières commandes. Ici, en plus, que c'est en français parce que vous voyez l'accent aigu, alors que sur Scilab, c'est en anglais. Les commandes sont en anglais. Donc, il y a des commandes assez simples, qui sont directement en anglais, qui ont la même dénomination. Voilà, je vais taper par exemple rank en anglais qui veut dire rang. Voilà, je tape, vous avez le rang d'une matrice. Donc c'est un petit peu, je veux dire, c'est pas la même chose que GeoGebra, parce que dans GeoGebra, ils ont abusé, et c'est très bien, hein, c'est très bien fait sur GeoGebra, parce qu'ils ont abusé de, je veux dire, de l'analogie avec les mots français. Par exemple, résoudre. Je vais taper résoudre. Résolution, voilà, et vous tapez résoudre, et voilà, résoudre d'équation, il est là. Résoudre. Hein. Alors il y a reste, résolution d'équation différentielle. Hein, euh, vous voyez que il y a reste dividende, diviseur, reste polynôme, dividende, polynôme, diviseur. Bref, on sait faire beaucoup de choses avec ça. Et alors, vous pouvez faire ça avec toutes les lettres alphabétiques A. Apparemment, c'est à partir de la troisième lettre. Moi, je vois que c'est à partir de la troisième. ABS. On va prendre un autre. Je sais pas ce que on peut mettre. Oui, c'est à partir de la troisième lettre. Il fait un autocomplete à partir de la troisième lettre. Résidu. Résidu. Voilà, bon. Ça se passe comme ça sur GeoGebra. Sur GeoGebra, ce qui en fait un logiciel très facile à utiliser. Bon, il y a la version anglaise. Hein. Il y a la version anglaise où il y a les commandes en anglais. Si c'est la version française, vous avez les commandes en français. C'est les commandes en français. Il y a la version en anglaise avec les versions les commandes en anglais. Bon, là, à ce moment, il faut réadapter les commandes françaises en anglais. Ben, il faut les trouver. Il faut les trouver, c'est juste ça. Il faut faire une analogie des commandes. Passer de la version française vers une version anglaise et taper en anglais. Bon, et il existe beaucoup de logiciels comme ça. Hein. Vous avez une version de commande française et vous avez, pour les utilisateurs francophones et pour les utilisateurs anglophones, vous avez bon, des commandes en anglais. Bon, il y a, je pense par exemple, je sais pas, je crois que c'est AutoCAD. AutoCAD, il y a les commandes en français, mais il existe l'AutoCAD en anglais. La version française, version anglaise. Voilà, et donc les commandes, ça dépend si vous êtes anglophone ou maintenant vous pouvez être un francophone, utiliser la version anglophone. Il n'y a aucun souci là-dessus, il faut juste s'adapter à l'anglais. Maintenant, un anglais peut s'adapter à la version française. Hein. On peut passer de l'un à l'autre facilement, on peut même travailler avec les deux sans aucun problème. Bon, mais Scilab ici, bon, il est en anglais. En anglais. Hein. Alors vous voyez que on peut trouver, mais là, il ne met pas d'autocomplete. Bon, c'est plus difficile à trouver hein, quand il n'y a pas d'autocomplete. L'autocomplete, justement, c'est une simplicité de recherche. Ça vous facilite en fonction d'une suggestion donnée de commande. Ben, vous pouvez choisir celle qui vous sied et qui est la plus prompt à votre usage. Mais ici, c'est pas comme ça. Déjà, ici, je remarque quelque chose, c'est que, bon, si je regarde les commandes que j'ai tapées, je vais taper Matrix, les commandes du dossier matrice. Alors, matrice, il y a plusieurs dossiers. Ils sont dans une structure, je vais vous montrer, justement, c'est le but de la vidéo. Matrix, il y a plusieurs dossiers matrix. Et ça, c'est toutes les commandes relatives à tous les dossiers matrices. Voilà, donc ça, c'est toutes les commandes, donc tu as toute une panoplie. Et alors, vous voyez que ici, voyez, si vous allez sur la droite, si je prends celle-ci, il est dans Sparse Scilab Help, qui est la Scilab Help. Voilà, je vais le mettre là. C'est ici, voilà. Je vais
souligner. Si je le souligne, c'est pour vous dire qu'il est dans la racine Scilab. La racine de l'aide, c'est Scilab help. Et la sparse matrix, il est dans le dossier sparse matrix. Voilà, sparse matrix conversion. Voilà. Alors il y a block diag, il est dans elementary function matrix generation. Vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers matrix. Et là, je vais chercher tous les commandes de toutes les dossiers matrix. Vous voyez qu'il y a sparse matrix comme dossier. Il y a matrix generation. Là, il est dans matrix pencil. Matrix, il est dans matrix shaping. Voilà, et tout ça. Voilà, matrix operation palette pour matinv. Alors, once, il est dans matrix generation. Mat4, il est dans matrix operation palette. Voilà, celui-ci, il est dans matrix operation palette. Le suivant aussi. Le suivant, matrix pencil pour fster. Matrix operation palette. Matrix operation palette. Matrix pencil par pencan. Voilà, et ainsi de suite. Bon, celui-ci, c'est sparse matrix. Bon, il n'y a pas 36 dossiers de. C'est ceux que je vous ai cités. Hein. Il y a Matrix Operation Palette, il y a Matrix Generation, Matrix Shaping, je crois, Shape ou Shaping, Matrix Operation Palette, ça je l'ai dit, Sparse Matrix, voilà, ça je l'ai pas dit. Il y a Matrix Operation Palette, Matrix Generation, ça je l'ai dit. Et ainsi de suite, il n'y en a pas 36 000. Voilà, il y a Matrix Shaping. Bon, Matrix Shaping, Matrix Generation, Matrix Operation Palette. Ah, Matrix Computation, Matrix Generation, je crois que je l'ai déjà dit, Matrix Pencil, Matrix Shaping, voilà, et ainsi de suite. Bon, il doit y avoir 6, 7, 6, 5, voire 6, voilà, 5, voire 6. Et ici, tout n'est pas mis, quand vous tapez Matrix, tout n'est pas mis dans l'ordre. Hein. Il n'est pas mis par l'ordre alphabétique. Hein. Donc, il n'y a pas une véritable organisation là-dessus, en ordre par ordre alphabétique, ce qui aurait pu simplifier la chose. Maintenant, les commandes, vous ne les connaissez pas forcément. Ici, moi, j'ai tapé Matrix et je peux choisir dans tous les dossiers matrices quelque chose que je pourrais retrouver qui m'intéresserait. Par exemple, je cherche après la trace. La trace en français, en anglais, trace d'une matrice, ça se dit trace, mais en anglais, bon, trace en anglais. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas trace. Effectivement, il y est. Et il serait sûrement dans Matrix Operation. Voilà. Tout comme min, max, etc. Je vais le chercher. Alors, ordre, trail, c'est une matrice triangulaire, une partie de matrice triangulaire inférieure qui est dans Matrix Operation, c'est une opération matricielle. La norme, elle est dans opération matricielle aussi. Voilà, voilà, une base orthogonale. C'est une base orthogonale. Alors ça, c'est dans les puissances exponentielles. Elementary function. Ça n'a rien à voir avec les matrices. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là dans les matrices. Bon, on peut utiliser ça dans les matrices, oui. Il y a Matrix Square Root. SQRTM. Ça, c'est la matrice compagnon. Et alors, il y a des éléments de recherche et de tri. Ça, c'est la matrice. C'est les opérations matrices. La palette des opérations matricielles. En bloc, en forme de bloc. Alors, en forme de bloc, on peut faire des divisions, voilà, des additions, des diagonales. Ouais, on peut faire toutes des opérations matricielles sous forme de bloc. Des extractions, des sommes, etc. Bon, alors je disais, je cherche après le mot trace, s'il existe. Alors il faut tous les parcourir, hein. Vous devez tous les parcourir.
Et voilà, je l'ai trouvé. Donc trace, ce serait ça. Alors vous les parcourez une par une. Vous regardez les commandes sur les matrices, vous les parcourez une par une et vous les lisez une par une. Si vous ne connaissez pas le nom, parce que ici trace, il est comme en anglais. Alors si je veux le rond, ben, c'est rank. Oui. Il y a des mots qui ressemblent complètement comme GeoGebra. Vous tapez juste la commande, mais ici c'est en anglais. La trace, en anglais on dit trace. Vous tapez trace, bon. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des commandes, il faut les lire une par une pour savoir voilà, ce qu'elles font chacune. Voilà. Faut les lire une par une pour voir ce qu'elles font, pour les connaître au niveau matriciel. Et mais de toute façon, ici, c'est toutes les commandes matricielles. Hein. Vous les avez tous, toutes. Et donc, vous les parcourez toutes. Bon, s'il y en a une qui n'est pas là, il faudra la programmer. C'est à vous la programmer. Hein. Pour rajouter des commandes, il n'y a pas de problème. Des moments où vous n'avez pas une commande qui, vous désirez une commande qui ne fait pas ce que vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez la programmer. Hein. Vous pouvez la programmer. Ces commandes sont juste des routines qui ont été programmées, c'est juste ça. Hein. Bon, je veux dire, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est des routines de programmation. Bon, maintenant, ça, c'est pour vous dire que bon, il y a moyen d'aborder la chose comme ça, mais je vais vous montrer une voie plus rapide pour entrevoir les choses. Alors, pour ça, il faut connaître dans l'aide. Bon, l'aide n'a pas été fait pour, voilà, n'a pas été fait pour ne pas être visionné, pour parler ainsi simplement. L'aide, justement, est là pour être consultée. Et donc, vous devez être un féru, un acharné de l'aide. Et c'est ça qui va vous permettre de vous aider voilà, à établir ce dont vous avez besoin. Aller rechercher dans les palettes de commandes ce dont vous avez besoin. Et ces palettes de commandes sont organisées suivant on va dire, euh, une structure hiérarchique, une organisation hiérarchique, mère-fille ou parent-fils, avec des liaisons, bien sûr, de parents à fils ou de mère à fille. Et donc, c'est une liaison comme ça qui est privilégiée avec tout au-dessus de la hiérarchie, la racine, ce qu'on appelle la route. Et c'est toujours comme ça. On a toujours des sous-rubriques, des sous-structures, que ce soit en langage orienteur-objet ou que ce soit en ce que vous voulez. En ce que vous voulez, parce que quand on désire organiser les choses, mais on désire les organiser de manière, les organiser, les mettre de façon à s'y retrouver le mieux que l'on peut. Mais maintenant, c'est pas dit que ceux qui ont fait Scilab ont organisé le mieux, ils ont pensé faire du mieux qu'ils pouvaient. Et donc, on a leur structure à eux. Mais c'est pas dit que si vous aurez fait cette structure organisationnelle, vous aurez peut-être eu des commandes dans un autre domaine. Un autre domaine. Bon, ben, voilà, c'est discutable ça. Hein. Bon, eux, ils l'ont fait. Et ils ont fait toute une documentation, donc ça a été encodé, ça prend du temps à faire ça. Parce qu'en plus de faire le logiciel, à un moment donné, il faut savoir écrire toute la documentation technique, puisque ça relève de la documentation technique. Et ça, c'est un travail très lourd. Hein, parce qu'il faut tout ce qui a été fait au niveau... euh, voilà, tout ce qui a été fait au niveau de la programmation pour programmer un logiciel. Mais après, il faut savoir le mettre en explication par des liens, qui vont parcourir, si vous voulez, la hiérarchie. Et ces liens ne peuvent être faits que par ce qu'on appelle un navigateur qui permet de, je veux dire, de parcourir les dossiers. Et c'est ce qu'on appelle un navigateur d'aide, qu'on appelle un help browser ou help browser. C'est voilà, et alors, à la racine, le browser, le browser help browser, le navigateur d'aide, ben, il possède ce qu'on appelle une racine qui est Scilab help. Et donc, c'est ça que je vais regarder. Je vais aller voir la racine et il va vous donner la structure hiérarchique organisationnelle des, comment est-ce qu'on appelle ça, des dossiers qui contiennent les différentes commandes. Alors, je vous ai dit qu'il y a différentes commandes matricielles. Je l'ai vu pour commencer, pour introduire la vidéo. Il y a différentes commandes matricielles qui se trouvent dans différents dossiers matriciels, qui se trouvent dans différents... c'est des sous-dossiers de dossiers qui ne sont pas forcément les mêmes. Je vais vous montrer. Alors pour ça, vous tapez symbole, juste symbole. Hein. Alors vous allez dans Scilab Help, et là dans Scilab Help, vous avez toute la structure hiérarchique.
je me suis complètement égaré, Scilab. Et là, dans Scilab, vous avez la structure. Alors, tout ce qui est en noir, vous voyez, vous avez des carrés, c'est toutes les commandes. Carré blanc. Les ronds blancs, ce sont des sous-dossiers. Donc, c'est des dossiers fils ou filles. Hein. Ah. Alors, si je prends Scilab, il est dans la routine, la racine. Enfin, il est en dessous de la racine. Parce que la racine, c'est Scilab Help. En dessous, on retrouve Scilab. Et tout ce qui sera en noir sera relié à la racine. C'est-à-dire Differential Calculus Integration, Elementary Function. Le prochain noir, c'est Linear Algebra. Le prochain noir, c'est Interpolation. Le prochain noir, c'est Control Systems, CACSD. Le prochain noir, c'est Polynomials. Le prochain, c'est Signal Processing. Le prochain noir, c'est FFTW. Le prochain, c'est Special Functions. Et puis, bon, on retrouve ARN Oldie Package, ARPAC Binding. On retrouve Statistics, Sparse Matrix. Vous voyez que Sparse Matrix, voilà, un dossier matrice. Un dossier matriciel, on voit là déjà un. Il est lié à la racine. Le prochain noir, c'est UMF Pack Interface Sparse. Ensuite, on a Optimization and Simulation, XML Management, HDF5 files, files input-output functions, input-output functions, graphics, graphics exporting and printing, GUI, data structures, parameters, strings, sound file handling, time and date, Xcos, output functions, spreadsheet, console, history manager, MATLAB data files IO, code MATLAB Scilab, parce qu'on peut travailler avec MATLAB. Hein. C'est un ancien logiciel de mathématiques, MATLAB. On pouvait faire des simulations aussi de circuits électroniques. Donc il y a de l'interactivité MATLAB Scilab. C'est permis ça, parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit possible. Max Library API, Advanced Functions, Testing and Branch Marking, Demo Tools, Dynamic Incremental Link, Windows Tools, Atoms, Script Editor, TCL TK Interface, UI Data, Documentation System, Parallel, Module Manager, Multilinguism, API Scilab, Call Scilab API, Java Virtual Java Virtual Machine, JVM, Java from Scilab, Java Interface, Preferences, Scilab Code Instrumentation, Link Tool, SLInt, Web Tools.
Bon, ben, c'est pour vous dire que c'est bien fourni, hein. C'est pour vous dire que c'est très bien fourni. Bon, vous pouvez, avec ça, faire beaucoup, travailler dans pas mal de domaines d'application. C'est pour ça que je vous disais que vous n'allez jamais utiliser tout ça. Je veux dire, il y a tellement de domaines d'application ici. On peut faire du traitement de signal, on peut faire du codage, on peut faire, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, on peut travailler sous MATLAB, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous disais que bon, pour écrire tout ça, bon, c'est écrire la documentation, c'est écrire un livre. On écrit un livre. C'est un livre de documentation. Voilà, on écrit de la documentation, c'est rédiger, la rédaction, ça prend du temps, énormément de temps. Ça se fait pas en 2 jours pour écrire toute cette documentation. Notamment que c'est bien fourni en fonction. Donc, il y a des aides qui font moins passer entre 1500 et 2000 pages. Voilà, et les aides, généralement, elles sont bien fournies en documentation. Parce que tout ils donnent parfois des exemples. Voilà, c'est bien fourni avec des exemples. C'est pour que vous sachiez au mieux utiliser le logiciel, au mieux que de ses possibilités et de ses moyens, qu'il soit, on va dire, pédagogique et didactique. Didactique et pédagogique. Donc, ils vous ont fait en sorte de mettre d'innombrables d'informations, c'est pas pour rien. C'est pour aider. Et ça, c'est valable dans tous les logiciels, hein. Que ce soit AutoCAD, que ce soit tous les logiciels d'usage, en général, sont bien fournis parce qu'il y a un travail en arrière-plan de rédaction d'aide qui est bon, lourd. C'est un travail très lourd. Il ne suffit pas de faire un programme, hein, ça ne va pas comme ça. J'ai toujours dit faire un logiciel, ça demande des compétences, un travail lourd et acharné, trois, bon, une équipe avec des compétences diverses et variées dans cette équipe. Chacun a son travail, son job. Mais en tout cas, c'est un travail de compétence. Et faire l'aide, bon, ça se fait pas en 2 jours. Bon, ça prend du temps pour faire de l'aide. C'est très lourd. Quand le programme est terminé, on demande de faire l'aide. Ou en parallèle, on peut faire l'aide directement en parallèle. Mais je peux vous dire que c'est un travail très lourd. Parce que tout ça, ça a été rédigé. Il a fallu le rédiger. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que les dossiers matrices, on n'en a pas 50 000. Matrice, on va retrouver matrice dans... donc, si je prends Scilab Keywords, on ne va pas trouver dans les keywords, ni dans le contrôle de flux, ni dans la configuration, ni dans le débugage, ni dans les erreurs la prise en charge d'erreurs, ni dans les types, ni dans les variables. Voilà, on ne va pas trouver ça on ne trouve pas des éléments de dossier matriciel dans les mots-clés Scilab. Bon, déjà une chose. Maintenant, ce qu'on en trouve dans les équations différentielles et intégration non plus. Alors on passe directement à l'autre qui est et là dans Elementary Fraction on va trouver là un dossier matriciel. Alors Elementary Fraction, ce sont les opérations sur bitwise operations, les nombres complexes et la mathématique discrète. Alors il y a aussi voilà, on retrouve matrix generation. Alors ce sont pour générer des matrices. Alors on peut générer par exemple une diagonale. On peut extraire une diagonale d'une matrice. On peut avoir I, la matrice identité. On peut avoir once, la matrice composée uniquement de 1. Voilà, 0, la matrice nulle. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on voit qu'ici, il y a un dossier matrix generation. Donc tout à l'heure quand j'ai trappé matrix, dans matrix, tout ce qui était commande de matrix était dispersé dans différents dossiers matrices, notamment dans des commandes provenant de matrix generation. Alors il y a d'autres
dossiers de matrice, puisque je les ai vus tout à l'heure. Hein. Il y a matrice generation, matrice shaping, matrice palette, matrice operation, ça je l'ai dit, je crois. Ouais, shaping, je l'ai dit. Bon, je vais les voir tout de suite. Donc, toujours dans le même dossier, on retrouve log, un sous-dossier log exp, qui sont les exponentiels logarithmes. Donc là, il n'y a pas. Quoi qu'il y a des petites commandes de matrice, hein, comme SQRTM, matrix square root. Pourtant, on est dans les logarithmes exponentiels et puissance. Alors, on a floating point, point décimal, gestion du point décimal, conversion radix, c'est-à-dire conversion vers d'une base à une autre, les entiers, integers, matrix shaping. Voilà un second dossier matrix shaping. Alors, il y a aussi matrix. Et alors, matrix shaping, il est dans function elementary functions. Voilà, donc ça, c'est un deuxième dossier matrice. Il y en a, en tout cas, dans elementary functions, il y en a deux. Il y a un dossier matrix generation et un dossier matrix shaping. Et matrix operation, ouais, donc ils sont dans les opérations élémentaires. Il y a déjà trois sous-dossiers matrices dans elementary functions. Et alors là, on retrouve les opérations matricielles. Alors, dans elementary functions, on trouve search and sort, donc tri, recherche et tri, opération ensembliste, set operations, la trigonométrie. Et alors là, on change de dossier. Un qui est lié à la racine, c'est linear algebra. Et là, dans linear algebra, on va retrouver eigenvalue et valeur singulière. Ah, alors on a la factorisation, le noyau, kernel. On a les équations linéaires. Ah voilà, matrice Markov. Markov matrices. Markov matrices. Donc c'est encore un dossier matrice. Il y a un autre qui suit, c'est matrice analysis. Voilà. Là, dans le dossier algèbre linéaire, on retrouve plusieurs dossiers matrices aussi. Sous-dossiers matrices. Ou des dossiers phi ou dossiers fils. Qui est Markov matrices, matrix analysis, matrix pencil. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de dossiers matrices. Hein. Ensuite, on a le prochain dossier, c'est interpolation. Là, ça m'étonnerait qu'on trouve un dossier matrice. Là, control system CACD. Je ne vois pas de dossier matrice. Là, analyse linéaire. Voilà, la contrôle, la gouvernabilité et l'observabilité. Contrôlabilité et la gouvernabilité dans les systèmes linéaires. Voilà, domaine. Voilà, ça c'est le diagramme de Black, diagramme de Bode, c'est faire des analyses en fréquence, norme fréquence, gain fréquence et gain en fonction de la fréquence et voilà. En fonction des différents diagrammes. Bon, c'est ça. Domaine fréquentiel, stabilité, ça c'est pour étudier les lieux d'Evans, etc. Pour étudier la stabilité d'un système automatisé. Voilà, time domain, etc. Tralali, tralala. Bon. Ensuite, on a les factorisations de systèmes linéaires. Représentation de systèmes linéaires. Là, Matrix Computation, en voilà un autre. Et là, lui, il est dans le dossier Control System CACD. Donc là, on retrouve un sous-dossier matrice. Matrix Computation. Et puis, il y a transformation de modèle. Ensuite, on retombe dans un nouveau qui est les polynômes.
traitement de signal, avec la convolution, corrélation convolution. Et alors on a tous les filtres. Voilà, on retrouve les filtres de Chebyshev, etc. Tous les filtres, hein, apparemment, il y a beaucoup de filtres. Hein. Le filtre Hilbert. Et on retrouve des transformés. On a tout ce qui est statistique, mais là, vous n'aurez pas de matrice. Voilà. Par contre, on a un dossier sous-dossier sparse matrix. Voilà, on retrouve voilà, des fonctions relatives aux matrices dans sparse matrix. Sparse matrix manipulation, sparse matrix conversion. Là, vous voyez que les dossiers matrices, c'est pas ça. Et tout à l'heure, quand j'ai tapé matrice, ben, c'est tout ce qui concernait tous ces sous-dossiers. Hein. Tous ces sous-dossiers. Après, je crois que j'en ai plus. On ne devrait pas plus en avoir. C'est tous les dossiers matrices que j'ai. Alors, file input output function, c'est les dossiers de voilà, gestion de directory, change directory. Bon, c'est des commandes DOS. Hein. CD, c'était une commande DOS. Dir, c'était une commande DOS. On retrouve des commandes DOS là-dedans. Ouais, donc, disk operating system. Bon, change directory, c'est une commande DOS. Vous pouvez taper ça en DOS. Tout comme mkdir. Voilà. Remove aussi, c'était une commande DOS. Tout ça, c'est des commandes DOS. Et alors, on retrouve aussi encore d'autres commandes DOS, telles que file system, copy file, delete file. Voilà, c'était tout des commandes DOS. Ça. Et voilà. Bon, en tout cas, je crois qu'il n'y aura plus. Alors, 3D plot, ben, c'est pour les tracer. Traçage en 3D. J'aurais dû mettre ça comme ça au départ. J'ai fait un contrôle plus pour avoir plus grand, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas. J'ai fait contrôle plus dans l'aide. Hein. Faites contrôle plus pour agrandir. Parce qu'on voyait pas bien un four, donc voilà. Alors on trouve des éléments. Bon, ça c'est la commande qui va concerner file input output. Bon, ça va gérer les directories, donc les directories. Gestion de système, le fichier système, les chemins, les noms de fichiers. Bon, en tout cas, quand vous faites des gestions de matrice, vous n'utilisez pas ces commandes-là. C'est des commandes spécifiques qui vont concerner si vous devez gérer des fichiers. Hein. Voilà, si moi, quand je fais des calculs de matrice, je n'utilise pas ça. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ça dans le calcul matriciel. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça c'est quand on utilise, voilà, il faut son application pour ça. Hein. Je vais pas faire du n'importe quoi voilà, pour vous montrer. Voilà, il faut avoir l'usage de ça pour le faire. Hein. Je vais pas dans les matrices utiliser des commandes de fichiers. Voilà, pour vous montrer. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que on n'utilise que 10% de Scilab, pas plus, parce que bon, c'est rempli de commandes là-dedans que bon, vous n'utiliserez peut-être jamais de votre vie. Hein. Parce que vous n'avez pas l'utilité d'utiliser ces commandes. Il faut en avoir l'utilité. Et eux, ils vont tout mettre. C'est comme vous savez, un grand bac à outils, bah, vous utilisez les outils que vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de certains outils, bah, ils vont rester dans la boîte à outils. Et peut-être que vous l'avez acheté, vous ne servira jamais à rien. Parce que ici, c'est pareil. Hein.
C'est des outils, il y a tellement d'outils ici que... Voilà. Voilà, ça c'est les axes. Propriété d'axe, dessiner un axe. Voilà, le gradué. Graduation d'axe. Les histogrammes. Ici, c'est relatif aux couleurs. Alors, ça, c'est à voir avec les types. Types. Ou tips. Je sais pas comment on dit en anglais. On a des formes géométriques. De la gestion. En tout cas, gestion de graphique. Hein. On peut copier un graphique, l'effacer. Faire des interactions. Des interactions avec des prises en charge interactives. Par exemple, localiser la sélection d'une souris. Localiser au niveau de la sélection de la souris, on peut localiser la souris par exemple. On peut faire beaucoup de choses. Ce qu'on appelle des événements. On peut gérer des événements. Alors, faire de l'illumination, lighting, hein, create a light object in the given axis, hein, créer un objet lumineux suivant des axes donnés. Et alors bon, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, il n'y a plus de dossier matriciel ici. Ça, ce sont les structures de données. Gestion de structure de données. Chaîne, les chaînes, tout ce qui est chaîne. Le son. Fichier son. Prise en charge de fichier son. La date et l'heure. Gestion de la date et l'heure. Les fonctions de sortie. Printf. Printf par exemple. Bon, c'est quand même costaud, je vous dis la vérité. Les spreadsheets, ce sont des tableurs. Ce sont des feuilles de travail. Ce sont des feuilles de travail. Ce sont des feuilles de travail en fait. Style feuille d'Excel. Style. Ce sont des, comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelait auparavant des automatisations. Automation. Je crois que c'est automation. Voilà, spreadsheet. Enfin, ce sont des feuilles de calcul. Hein. C'est des feuilles de calcul. C'est ça que je veux dire. Console. Alors, cette gestion de la console, on retrouve les input. Input. La gestion de l'historique. Alors, les entrées-sorties de fichiers de données MATLAB. Alors, tout ce qui est passage code MATLAB vers Scilab, avec des fonctions compatibles, ici, c'est toutes les fonctions compatibles, de passage de l'un à l'autre.
Bon, et c'est quand même lourd, hein. Bon, ici, je vais abréger un petit peu parce que... euh, en tout cas, de toute façon... Ah, ici... ici, ils ont mis tout par ordre alphabétique. Là, on a tous les opérateurs. Les opérateurs... plus et... Bah, ici, il est dans quoi? Dans... Je vais aller voir tout de suite dans quel dossier. J'étais dans quel dossier, là? Code MATLAB Scilab. Code MATLAB vers Scilab. On a fonction compatible entre les deux logiciels sont compatibles, hein, de l'un vers l'autre. En tout cas, de code MATLAB vers Scilab. Maintenant, si je ne sais pas si ça marche Scilab. Oui, oui, si c'est compatible. Si c'est compatible dans un sens, c'est compatible dans l'autre sens. Parce que c'est les mêmes fonctions de toute façon. Internal, MATLAB, Scilab équivalent. Alors là, ils mettent tous les équivalents par MATLAB vers Scilab, les équivalents par lettre alphabétique. Alors, si vous utilisez ABS sur MATLAB ou sur Scilab, ça marche. Par exemple, ici, c'est toutes les fonctions. Là, ils les ont classées par B. Donc, si vous voulez une fonction de Bessel, vous tapez Besseli. Il y a Bessel I et Bessel J. Alors, il y en a une qui c'est la fonction modifiée de Bessel. De première sorte. Et Bessel J. Parce qu'il y a Bessel K aussi. Et Bessel Y. Parce qu'il y a la fonction modifiée de Bessel. Il y a la fonction de Bessel de première sorte, de l'un à l'autre. Et la fonction modifiée de Bessel de seconde sorte et la fonction de Bessel de seconde sorte. Par exemple, je vous prends des cas de figure comme ça. Bon, alors vous avez tout ce qui est C, les fonctions MATLAB, Scilab en C, compatible MATLAB, Scilab en fonction en D. Et ici, on a toutes les fonctions compatibles. Hein. MATLAB, Scilab, MATLAB, mais par ordre alphabétique. Et ça, c'est bien ça. On les a par ordre alphabétique. Le tenseur de Kronecker. On a le tenseur de Kronecker. On a Kronecker Tensor Product. Oui, c'est le produit de tenseur Kronecker. Kron. On a LU. Oui, donc ça, LU, il est dans les matrices. Hein. C'est dans les matrices. Mais c'est une fonction MATLAB apparemment. Alors, si vous allez dans les... Je l'utiliserai cette fonction LU, vous allez voir. On a les fonctions maximum, minimum. Oui, donc en fait aussi on a une... Voilà, par ordre alphabétique, la plupart des fonctions compatibles MATLAB que j'utilise, qu'on peut utiliser en Scilab. Hein, qu'on peut utiliser en Scilab. Donc vous pouvez aller voir l'ordre alphabétique ici à partir de... c'est dans le dossier, si vous voulez, je vais vous le dire. Je vais le répéter parce que je l'ai vu tout à l'heure. Il suffit d'aller voir... il n'est pas dans spreadsheet, bien sûr, ni dans console, ni dans History Manager, ni dans MATLAB Data Files, IO, ni dans code... Si, c'est dans code MATLAB Scilab. Voilà. Toutes les fonctions compatibles. Et là, dans MATLAB Scilab équivalent, dans le sous-dossier, donc il est dans le dossier. Le dossier, c'est MATLAB Scilab, MATLAB vers Scilab. Et vous prenez le deuxième sous-dossier qui est... non pas le deuxième, parce que le deuxième c'est Eternals.
Le troisième, MATLAB, Scilab, équivalent. Et là, vous avez tout par ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc si vous utilisez max, ben, c'est compatible. La fonction maximum est compatible en MATLAB et en Scilab. Vous voyez la matrice Once. La matrice Once, ben, elle est compatible aussi en MATLAB et en Scilab. Alors les opérateurs, généralement, ils sont compatibles dans tout. Hein. Plus et logique, voilà, les deux points qu'on appelle colonnes, etc., etc. Bon, maintenant, pour les symboles, je vais vous montrer où ce qu'on peut aller pour les symboles. Je vais terminer ici. Voilà les fonctions d'aide, multilinguisme, les API de Scilab. Les appels d'API Scilab. JVM, Java Virtual Machine, Java à partir de Scilab. Alors c'est beaucoup de fonctions get, Java interface, les préférences, et alors l'instrumentation, le code Scilab d'instrumentation. Et puis il y en a encore deux autres, les outils web. Et ça termine avec ça. Alors ici je vais vous montrer les symboles. Vous allez dans Symbols. Là vous avez tous les symboles qui sont utilisés. Les opérateurs quote, plus, minus, star, cron, Kronecker, c'est Kronecker. Cron c'est Kronecker. Cron divide c'est division de Kronecker. Slash, là, je peux rentrer dedans. Hein. Je vais rentrer là. Voilà. Kronecker left and right division. Bon, division à gauche avec backslash. Il y a le backslash et slash. Hein, c'est division de Kronecker. Alors, il y a le slash, quand est-ce qu'il est utilisé ben, pas confondre le slash et le backslash. Le slash est utilisé, par exemple, voilà, pour la division à droite. Le backslash peut être utilisé pour la division à gauche, par exemple. Donc, je vais prendre le backslash, notamment dans les matrices, hein, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les divisions matricielles. Hein. Comme le produit matriciel est anticommutatif, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la division. Et c'est pour ça que ça donne une division à gauche et une division à droite. Alors, le backslash, il est là, et vous allez voir que c'est pour utiliser pour beaucoup de choses. Notamment pour la division à gauche matricielle, par exemple. Left matrix division. Alors, bon, il se trouve dans Scilab Keyword Symbols. Hein. C'est-à-dire, vous devez aller dans Scilab Keyword. Pour retrouver tout ceci, les symboles, vous allez dans ici, vous allez dans Scilab Keywords, bah, il est là, je l'ai directement, et vous allez chercher dans Symbols, il est là. Scilab Operator Names, là. Symbols. Et voilà, je retombe là-dessus, hein, sans aucun problème. Et là, vous avez donc bon, la gestion des commentaires, comment on les fait, voilà, comments. Ouais. Il vous donne même des exemples. Hein. Bon, si vous voulez coder, ben, c'est commencer, hein, vous codez, voilà, il vous met des commentaires // ça veut dire que G égale 9,81 et la gravité. Voilà, c'est un commentaire qui veut dire que la constante G égale 9,81 représente la gravité. Voilà, et c'est un commentaire. // c'est un commentaire. Maintenant, on peut regrouper
suivant un groupement de commentaires. À ce moment-là, il faut mettre, bon, ici je vois pas bien, CTRL plus. Si vous mettez un groupement de commentaires, à ce moment-là, il faut commencer par un slash avec une étoile et fermer par un slash avec une étoile. C'est-à-dire que je mets slash étoile as this command is quite long to be on many lines, the symbol slash and star to start the comment and start and slash to end the comment are used. Donc, ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur là, bon, entre le commentaire et l'étoile de début et le commentaire et l'étoile de fin, ben, tout ça constitue un commentaire. Et c'est ce qu'ils disent dans le mot qu'ils vous ont mis en commentaire. As this comment, en tant que commentaire, en, en tant que commentaire, is quite long to be of many lines, et plus ou moins, on va dire, ce commentaire qui est plus ou moins long, qui est constitué de plusieurs lignes, eh bien, le symbole slash et l'étoile débutent le commentaire et l'étoile et le slash terminent le commentaire. Donc, ils sont utilisés pour débuter le commentaire et finir le commentaire, ou terminer le commentaire. Donc, et ils vous disent que ce qui est inclus là-dedans, ce commentaire plus ou moins bref, qui est plus ou moins long, constitué de plusieurs lignes, ben, débute avec un slash et une étoile et termine avec une étoile et un slash. Donc l'étoile et le slash est utilisé pour débuter le commentaire et terminer le commentaire. Donc il y a plusieurs manières d'inscrire un commentaire. Ben, le commentaire peut se mettre après, je veux dire, une ligne de code. Par exemple, g égale 9,81, g est une constante. Mais après, je peux mettre un commentaire en mettant slash slash. Maintenant, je peux mettre tout un ensemble de commentaires en mettant star, étoile et terminé par étoile star. Je peux mettre, voilà, en dessous d'une fonction. On peut le mettre n'importe où, si vous voulez, un peu n'importe où. Hein. Moi, vous avez mis slash slash, bon, il peut se mettre entre une fonction, voilà, à côté d'une constante, un peu n'importe où. Voilà. Donc vous voyez que l'usage voilà, des symboles, à quoi sont-ils utilisés? Alors minus c'est le moins. Alors le star, l'étoile peut être utilisée pour beaucoup de choses. Cron c'est pour la division de Kronecker. Enfin, cron divide, c'est pour la division de Kronecker. Voilà, le slash peut être utilisé pour beaucoup de choses. Le commentaire est utilisé avec l'étoile slash et l'étoile ou le slash slash. Alors backslash, le dot c'est le point. On ne le voit pas parce que, bon, voilà, je devrais mettre comme ceci pour voir le point. Dot c'est le point, égal c'est égal égal. Ou égal, et on peut mettre soit égal ou égal égal, ça dépend des situations. Hein. Il vous explique dans quelle situation mettre égal ou égal égal. Hein. Voilà, égal c'est ce qu'on appelle un assignment en français, c'est une affectation. On peut l'utiliser aussi en tant que comparaison et signe d'égalité. Et les dons Scilab Keywords, je n'ai pas changé de dossier, enfin de sous-dossier, parce que je suis toujours dans Scilab Keywords. Alors il vous donne quelques exemples d'usage de l'égal en code. On va augmenter ceci. Voilà, ils vous ont mis A égale sinus de 3.2. Ça veut dire que bon, A vaut
on affecte à A la valeur sinus de 3.2 à la variable A. C'est-à-dire que la variable A, une zone mémoire contient la valeur sinus 3.2. Parce que voilà, dire que A contient quelque chose, A c'est du virtuel, hein, c'est une variable. Mais en vérité, en réalité, c'est l'électronique. Bien qu'on a codé au niveau informatique, on a juste fait une affectation, un transfert de données dans une zone mémoire. Donc on joue avec des zones mémoire. On a incorporé dans une zone mémoire, une zone de la mémoire, une valeur qui est sinus de 3.2. Voilà. Et cette zone de la mémoire voilà, a pour description la variable A. Il en est de même pour M, mais là, c'est pas une zone de la mémoire, mais plusieurs zones de la mémoire, parce que vous voyez que dans une zone mémoire, on met qu'une donnée. Donc, comme j'ai la donnée 2.1, 3.3, 8.5, 7.6, 6.2.1, oui, il y a 2.1. C'est une matrice, hein. C'est juste ça. Voilà, c'est une matrice. Une matrice, c'est un tableau de nombres. Le tableau de nombres, virtuellement, c'est virtuel le tableau, parce qu'en fait, ce sont des zones mémoire. Hein. On va stocker dans une zone mémoire 2.1, puis dans une autre zone mémoire 3.3, puis dans une autre zone mémoire 8.5, puis dans une autre zone mémoire 7.6, puis dans une autre mémoire 6.7, puis dans une autre zone mémoire 6.9, puis dans une autre zone mémoire 0, et puis dans une autre mémoire 6, puis dans une autre mémoire 3, puis en 8.8. Et tout ça est chaîné, et on sait si vous voulez, le découdre. Le découdre pour aller rechercher sa valeur initiale qui est 2.1, la valeur qui est juste après 2.1 c'est 3.3. Voilà, par connaissant la valeur initiale, on sait aller rechercher les valeurs d'un tableau. Les valeurs d'un tableau. Connaissant la référence de départ, où est la donnée de départ, ben, on peut aller rechercher les données qui sont mises en juxtaposition avec la donnée là, par un incrément. Et donc là, ça constitue ce qu'on appelle des façons de voir les choses de manière virtuelle, de tableau. Mais il n'y a pas de tableau voilà, dans la zone mémoire. Hein. Dans une zone mémoire, vous avez les données qui sont stockées en mémoire, point, c'est pas des tableaux, ce sont des cellules. Ce sont des cellules. Mais on peut formaliser l'introduction de données dans des cellules et la voir virtuellement sous forme d'un tableau. Donc l'utilisateur, lui, il voit un tableau, mais c'est pas un tableau qui est en mémoire, hein, ce sont des cellules. Ce sont des cellules. Il n'y a pas de colonne, ligne colonne en mémoire. Ce sont voilà, des zones où on met des données, point, avec une adresse. Voilà. L'adresse est fort importante. C'est à partir de l'adressage qu'on peut aller rechercher les données. Donc c'est un artifice de mise en place des données sous forme de matriciel, voilà, vecteur ou matrice, qui permet d'entrevoir la chose sous forme de matrice ou de vecteur. Mais en vérité, en zone mémoire, c'est des données brutes qui sont référencées. C'est juste ça. Et donc tout ça, ce sont des affectations. Alors on peut faire aussi des comparaisons. Hein. On peut en faire des comparaisons, soit des affectations ou des comparaisons. Donc vous voyez que le signe égalité peut servir de signe égal, de signe affectation, de signe de comparaison. On regarde si c'est égal. On teste l'égalité entre deux valeurs. Alors on trouve le point, dot, équal, on vient de voir, il y a plus grand, plus petit, etc. Le tilde, quand est-ce qu'il est utilisé? Les crochets. Bon, les crochets, justement, c'est pour les matrices. Hein. Ça, ils vont vous le dire. Si je vais dans brackets, crochet, ben voilà, ils vous disent
Il est dans Sidebar Keywords Brackets, ok, mais il peut être utilisé pour beaucoup de choses. Pour la concaténation, voilà, pour le résultat d'une fonction, mais ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis. Oui, voilà, array of structure with a field name. Donc c'est une structure de tableau avec un champ nommé. Mais ça peut être des matrices, hein. M là-bas, M, MH, MV. Ça peut être des matrices. Voilà, ça peut être des matrices, hein, c'est ce que je disais. Donc on peut rentrer une matrice grâce à au crochet. Voilà, oui, c'est ça, il était marqué au-dessus. Hein. Matrice of Booleans, Real, Complex Numbers, Polynomials, Rationals. On peut mettre des matrices dedans. Bien sûr, on peut mettre autre chose. Hein. Ça peut être voilà, des tableaux de cellules, des tableaux de structure, des tableaux de, voilà, des listes typées. On peut avoir des listes typées. Là, bon. Donc le crochet peut représenter beaucoup de choses. En tout cas, utilisé dans les vecteurs, matrices, etc. Dans les structures de données. À champ, type champ. Dans les parenthèses, voilà, le pourcent, quand est-ce qu'il est utilisé. Enfin, le pourcent est utilisé dans le codage. Hein. Voilà, special character. Voilà. Some predefined variables name begin with person, such as person E for screw rate -1. C'est en fait un mode. Je ne vois pas trop bien. Voilà, c'est un opérateur de surcharge. C'est un opérateur de surcharge. Par exemple, hein, ici vous disent qu'il peut être utilisé en opérateur de surcharge, mais il peut te servir à autre chose. Et alors il peut être utilisé aussi pour la constante booléenne. Par exemple, si je prends %t, ben c'est une constante booléenne qui est à true, qui est à vrai. Alors, %pi, ça veut dire que, bon, ce sera 3/14, c'est un nombre décimal. Ce sera un nombre décimal qui vaut 3/14 et des. Alors, ce sont voilà, des variables prédéfinies. Hein. C'est le nom de variable prédéfinie qui commence par %. Donc, c'est aussi un opérateur de surcharge. Voilà. Alors, on a la virgule, comma, le point virgule, semi-colonne. Alors, colonne, c'est 2 points, semi-colonne, c'est point virgule. Bien sûr, il y a le chapeau pour la puissance. Hein. Puis, on a voilà, ce qui est barre verticale. C'est un opérateur OR. Alors que le et commercial, c'est l'opérateur, on peut utiliser comme opérateur et.
Et alors, il y a l'usage du dollar, qui est le prochain index. Le dollar qui était fort utilisé, mais qui ne désignait pas, je crois, le prochain index, c'était utilisé en basique. Le dollar qui était pour dire qu'on avait des données, on va dire, hexadécimales en son temps. Mais ici, le dollar, bon, ici, il a une autre fonction, ici, le dollar. Voilà, donc vous avez quand même une hiérarchie qui vous permet de trouver ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut et d'aller lire la documentation qui vous est présentée et qui est détaillée et qui vous donne des exemples. Hein, qui vous donne des exemples détaillés. Donc tout ça, on sait mettre tout ça à profit pour faire des utilisations de bon, l'utilisation que vous en désirez, que vous désirez. Bon, maintenant, il n'est pas dit que vous sachiez tout faire. Ça, bon, ça d'office, c'est comme de tout et n'importe quoi. À ce moment-là, quand vous avez des difficultés, bon, maintenant, si vous êtes chez un patron, les difficultés, le patron, il va pas que, il va pas il va pas, on va dire, accepter que vous allez prendre beaucoup de temps pour résoudre un problème. Hein. Bon, lui, il veut que ce soit productif et que toutes les réponses arrivent le plus rapidement possible. Et j'ai bien dit le plus rapidement possible. Et donc, si vous n'avez pas, on va dire, la maîtrise, les compétences et je veux dire surtout l'expérience, parce que généralement ceux qui savent, c'est ceux qui sont expérimentés. Ils ont déjà eu ce problème-là, ou ils ont eu affaire à ce problème-là. Ils l'ont déjà résolu, donc bon, ça ne constitue pas un problème. Mais certaines personnes qui ont des difficultés, bon, c'est le patron, ils sont derrière un patron, le patron il veut de la productivité, bon, bon là, ça rigole plus. Hein. Vous êtes mis sous pression. Donc à ce moment-là, il reste toujours des choses, soit aller vite faire une formation, bon, pourquoi pas, vous aurez les éléments en détail pour que ça ne se produise plus, vous ayez un maximum d'éléments en main pour pouvoir travailler. Et là, de toute façon, la formation est obligatoire. Hein. Normalement, dans les entreprises, toute personne a le droit de faire une formation. Je veux dire, notamment si vous utilisez un logiciel que vous ne connaissez pas, la première des choses, c'est de se mettre voilà, en contact avec le logiciel et de savoir bon, ce que vous avez besoin pour l'utiliser au sein de l'entreprise. Maintenant, il y a toujours des cas de figure où vous êtes dans un problème complexe, difficile, et là vous n'arrivez pas à trouver la solution. Bon, ça peut arriver à n'importe qui ça, mais sachez qu'on n'est pas tout seul dans ce monde. Il existe aussi des bureaux, des cabinets qui sont spécialisés justement pour trouver des solutions. Ce sont des personnes à haute compétence, à haut niveau, bien sûr qui sont payés, bien sûr qui vous demandez en conséquence, mais ce que vous faites c'est pour rapporter de l'argent. Hein. J'imagine du mal à ce que vous fassiez quelque chose gratuitement. Donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui va travailler c'est pour gagner de l'argent. Donc à un moment donné, s'il veut gagner de l'argent sur quelque chose, bien sûr tout en calculant la rentabilité de son projet, mais il peut faire appel à voilà, des compétences techniques extérieures qui va venir aider sur des choses qui sont compliquées et difficiles. On peut avoir on n'a pas toujours la maîtrise de tout, donc on peut faire appel à des cabinets extérieurs qui vont apporter des solutions informatiques à certaines contraintes qui sont liées à des difficultés de résolution, parce que vous n'utilisez pas toujours vous, avez, vous faites face à un problème que vous n'avez pas rencontré auparavant et qu'il est difficilement solutionnable. Donc vous allez appeler des équipes voilà, de programmeurs extérieurs qui vont résoudre ce problème-là. Maintenant, ils vont demander, bien sûr, comme ils travaillent, ils vont demander une contrepartie. C'est normal, généralement, les hautes compétences demandent voilà, de gros moyens.
Ils vous demanderont de gros moyens, ça c'est d'office. C'est pour vous dire que bon, on maîtrise pas toujours tout et qu'on est ouvert, on est dans un système ouvert, hein. On n'est pas dans un système fermé, hein. C'est pas quoi, si on ne sait pas faire quelque chose, le monde n'est pas terminé. On sait toujours se mettre en contact avec voilà, des sociétés extérieures qui peuvent venir aider à faire avancer et évoluer les choses. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Les sociétés ne sont pas fermées. Voilà, les sociétés sont ouvertes. Voilà, les sociétés s'entraident entre elles. Et c'est le but voilà, du commerce. On apporte quelque chose, une solution, une entreprise, et c'est son gagne-pain. C'est le gagne-pain de l'entreprise d'apporter des solutions dont certaines sociétés ont des difficultés à, toutes les sociétés n'arrivent pas toujours voilà, à répondre à des problèmes, hein. Même des grandes boîtes font appel à voilà, des sociétés qui codent des algorithmes. Ils font appel à des sociétés qui codent des algorithmes, hein. Il y a beaucoup de grosses boîtes qui achètent, voilà, des brevets de coder par d'autres sociétés, des algorithmes spécifiques, hein. Une société ne fait pas toujours tout, hein, parce qu'à un moment donné, ils ont leur capacité. Toutes les sociétés n'ont pas ne sont pas. euh, Toutes les sociétés ne sont pas magiciennes, ils ne savent pas toujours tout faire, hein. Parfois, on fait appel à des compétences extérieures qui, eux, sont, on va dire, spécialisés dans un domaine mathématique d'algorithme. Ils vont faire un algorithme, hein. Ils vont vous faire un algorithme, voilà, ils vont vous le vendre et vous l'acheter, il n'y a pas de problème, ça va marcher, vous l'intégrez, ils vont vous-même vous l'intégrer dans votre programme pour qu'il fonctionne, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Et donc vous ferez travailler voilà, euh, des, des sociétés extérieures. Ça fait partie du commerce. Le commerce, c'est de faire travailler voilà, en synergie avec d'autres sous-traitants. C'est pas toujours travailler tout seul, hein. Bon, récolter l'argent tout seul, faire tout seul. À un moment donné, vous allez être saturé, voilà, vous allez être mis en face voilà, de contraintes. Et là, les contraintes, on les lève en allant chercher, soit en embauchant du nouveau personnel en plus, ou soit, je veux dire, on fait travailler des sociétés en sous-traitance. Et là, bon, vous allez savoir gérer la société, parce qu'on ne fait pas toujours tout soi-même. Donc, ne pas savoir quelque chose en informatique n'est pas très grave en soi. Bon, ne pas savoir faire quelque chose tous les jours, là, c'est autre chose, hein. C'est un manque de compétences, hein. Ça n'a plus rien à voir. Si tous les jours vous avez un difficulté, un problème dans le codage, là, ça pose un réel problème. Ça n'a plus rien à voir avec. Voilà, on peut avoir un problème un jour, ou, je sais pas, tous les, tous les 3 mois, on a un nouveau problème à gérer. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si ça vient tous les jours, ça c'est autre chose. Voilà, je vous remercie.